C'est un frisson d'angoisse pure, une claque émotionnelle magistrale, dès les toutes premières lignes. Padron d'observation, on est pris à la gorge tout de suite. Que l'on plonge dedans en livre audio ou en format papier, l'immersion dans cette histoire est totale et extraordinaire. Il s'agit des Lettres persanes, le chef-d'œuvre de Montesquieu. C'est une exploration brutale et fascinante de la psychologie du pouvoir, de l'obsession du contrôle absolu face au besoin viscéral de liberté. Une descente aux enfers absolument vertigineuse. Au centre de tout, il y a Usbek, un grand seigneur mystérieux tourmenté. On est jeté directement au cœur d'une prison dorée, un palais étouffant coupé du reste du monde où une révolte sanglante gronde silencieusement dans le dos du maître. C'est l'histoire d'un homme brillant qui traverse la terre entière pour chercher la sagesse et fuir la tyrannie, mais qui règne lui-même par la terreur la plus totale sur son propre foyer. C'est complètement dingue quand on y pense, non? Complètement dingue, et c'est vraiment une question de survie psychologique et physique pour lui. S'il perd son emprise à distance, c'est tout son univers intime, toute son identité et son empire personnel qui menacent d'exploser dans une violence absolue et irréversible. Et pour bien comprendre comment il en arrive là, il faut planter le décor. On est en 1711. Usbek, ce haut dignitaire persan, il fuit Ispahan en secret. Ouais, il part pour éviter la disgrâce. Concrètement, s'il reste, il risque la mort. Voilà. Donc il emmène avec lui un ami beaucoup plus jeune, Rika, et il se lance dans un voyage de 13 mois. 13 mois exténuants pour arriver enfin à Paris. Et là, c'est le choc des mondes. Un choc culturel massif. Caractère beaucoup plus léger qu'Uzbek. Et quand il arrive à Paris, il est juste halluciné par les Parisiens. Il trouve qu'ils ont une curiosité presque maladive. C'est ça. Il y a cette scène géniale où il se promène dans Paris avec ses vêtements persans. Oh oui, il est dévisagé comme un extraterrestre. Les gens font des cercles autour de lui, ils sortent des lorgnettes, ils appellent même des peintres pour faire son portrait. En fait, c'est l'exotisme poussé à l'extrême. Rika est devenu une bête de foire. Mais ce qui est brillant, c'est son expérience sociale juste après ça. Quand il va chez le tailleur, Exactement. Il en a marre qu'on ne regarde que son costume, donc il s'habille à l'européenne, et paf, le résultat est foudroyant, il disparaît. il écrit qu'il plonge dans un néant affreux. Plus personne ne le calcule dans la rue, plus personne ne lui parle. Et le pire, c'est quand quelqu'un apprend par hasard qu'il est persan. La réaction des Parisiens, c'est juste un étonnement vide. Ah, la fameuse phrase « Ah, monsieur est persan », c'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan? Voilà, c'est redoutable. Ça montre l'incapacité totale de cette société à concevoir qu'on puisse exister en dehors de leur propre code. Dès qu'il n'est plus un objet de divertissement exotique, Rika n'existe plus pour eux. C'est d'une superficialité affligeante. Et on le voit aussi avec la mode. Rika s'amuse beaucoup de ça. Il raconte que les tendances changent tellement vite qu'un mari doit dépenser des fortunes pour que sa femme reste à la page. Ouais. Il dit même qu'une femme qui part 6 mois à la campagne revient habillée comme une antiquité. C'est fou, les gens oublient ce qu'ils portaient l'été dernier. Même les maisons doivent être modifiées pour laisser passer les robes qui deviennent trop larges. C'est vraiment la course au paraître. Mais bon, pendant que Rika s'amuse de ces détails, Usbek, lui, il observe des choses beaucoup plus lourdes. Il regarde le pouvoir politique avec un œil chirurgical. La mécanique de l'illusion politique. Parce que du coup, leur regard d'étranger est super puissant. Ils voient ce que les Français ne voient plus du tout. Tout à fait. Usbek décrit Louis XIV, le grand roi soleil, non pas comme un monarque sacré, mais comme un grand magicien. Un magicien. C'est quand même une attaque directe contre l'absolutisme. C'est pas rien de dire ça à l'époque. Usbek enlève toute l'aura divine du roi. Il dit que la vraie force du monarque, c'est pas son armée, c'est sa capacité à manipuler l'esprit des gens. Genre avec l'argent. Oui, s'il a besoin de financer une guerre, il fait croire à son peuple qu'un bout de papier vaut de l'or. Et les gens y croient. S'il y a des malades, il leur fait croire qu'il peut les guérir juste en les touchant. C'est fou cette lucidité. Il démonte complètement le mythe du pouvoir absolu. En France, Usbek se pose vraiment en philosophe éclairé, en quête de raison. Et c'est là qu'arrive la fameuse histoire des troglodytes, l'utopie parfaite. Ah oui, il faut absolument raconter ça. Usbek raconte ce mythe pour expliquer ce qui rend les hommes heureux. Au début, les troglodytes sont un peuple qui s'auto-détruit totalement par égoïsme. C'est le chacun pour soi absolu. C'est ça. Quand la sécheresse frappe en haut, ceux d'en bas gardent tout. Quand il y a des inondations en bas, ceux d'en haut les laissent crever. Résultat, ils s'entretuent presque tous. Mais il y a des survivants. 2 hommes profondément justes. Et ils décident de fonder une nouvelle société, mais cette fois, uniquement basée sur la vertu, l'entraide et l'empathie. Ils élèvent leurs enfants en leur montrant que l'intérêt de chacun se trouve dans l'intérêt commun.
Et ça marche, la société devient tellement vertueuse qu'ils n'ont même plus besoin de roi ni de loi. C'est magnifique, c'est l'utopie absolue. Et c'est précisément là que le piège se referme sur Uzbek. C'est le point de bascule de l'œuvre. L'immense contradiction. Exactement. Parce que d'un côté, on a ce mec brillant dans les salons parisiens qui pleure sur les injustices, qui vante la vertu et la liberté. Mais de l'autre, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui à Ispahan? Un sérail, un harem, des femmes enfermées, surveillées jour et nuit. Le grand philosophe est en fait un despote terrifiant chez lui. C'est une hypocrisie monumentale. Dis-je. D'ailleurs, quand on passe aux lettres qui viennent du sérail, l'ambiance change brutalement. C'est une poudrière silencieuse. Pendant qu'il philosophe à Paris, on découvre sa prison intérieure. Avec ses 5 épouses, Zachi, Zélis, Fatmé et surtout Roxane. Roxane, la favorite, celle qu'il considère comme le joyau du sérail, l'incarnation de la pureté. Ces femmes sont traitées comme des objets. Elles sont parfois enfermées dans des petites boîtes scellées pour être déplacées sans que personne ne les voie. C'est l'aliénation totale. Et pour maintenir cet enfer, Uzbek s'appuie sur des gardiens très particuliers. Les eunuques. Ces hommes mutilés, ils ne sont pas juste des sbires, le rôle est tragique. C'est même l'une des analyses psychologiques les plus fortes de l'histoire. Les eunuques sont les bourreaux des femmes. Ils les espionnent, ils les punissent. Mais en même temps, ils restent les esclaves absolus d'Uzbek. La castration les a privés de toute vie affective. Ils vivent entourés de désirs auxquels ils n'ont pas accès. Ça crée une frustration dévorante. Et la seule façon pour eux de survivre mentalement, c'est de faire payer aux femmes leur propre mutilation. C'est un système de terreur verrouillé à double tour. Sauf que le tyran n'est pas là. Il est en France. Et ça change tout. Ah oui, comment tu maintiens un empire basé sur la peur quand tu es à des milliers de kilomètres? Seulement par lettre. C'est son seul moyen de gouverner. Mais il y a un détail logistique qui tue. Une lettre, à l'époque, ça met 5 mois minimum pour arriver. 5 mois aller, 5 mois retour. Près d'1 an de décalage temporel. C'est injouable. C'est le moteur principal du suspense. Uzbek, depuis Paris, lit une lettre de son premier eunuque qui lui dit que tout va bien, que les femmes sont dociles. Il est rassuré, son ego est flatté. Sauf que ce qu'il lit, c'est le passé. C'est vieux de 5 mois. À Ispahan, le chaos a peut-être déjà éclaté, mais il n'en sait rien. Il règne sur un fantôme. Il perd le contrôle, mais l'ignore totalement. On voit vraiment que la paranoïa s'installe. Et puis, à un moment, la tension craque. Le silence et la distance, ça laisse trop de place. La nature humaine reprend toujours ses droits contre l'oppression. Des années passent. Uzbek s'installe dans sa vie occidentale. Et là-bas, les femmes commencent à se rebeller. Doucement d'abord. Et puis, il y a ce geste symbolique de Zélis. Ah, la mosquée. Oui, Zélis laisse intentionnellement tomber son voile à la mosquée. Faut bien comprendre que c'est pas une erreur. C'est une vraie déclaration de guerre. Complètement. Dans un monde où le moindre regard non autorisé est puni de mort, laisser voir son visage, c'est une détonation. C'est le chaos qui s'engouffre. C'est la faille des tyrannies. Ça ne tient que par la peur constante. Dès que la peur recule un peu, tout s'effondre. Les eunuques perdent le contrôle. Et quand la nouvelle arrive enfin aux oreilles d'Uzbek, c'est le séisme. Le grand philosophe disparaît dans la seconde. Il redevient le monstre qu'il est. Fou de rage, jaloux à en mourir, il envoie un ordre foudroyant. Il dit à ses eunuques de faire couler le sang, de châtier sans pitié. Mais le temps joue encore contre lui. Le temps que ces ordres sanglants arrivent à Ispahan, il est bien trop tard. La révolution intime est déjà en marche. Le sang va couler, oui, mais ça détruit son monde au lieu de le sauver. Les eunuques sont massacrés ou dépassés. Tout son château de cartes s'effondre. La terreur s'est retournée contre lui. Mais le plus impressionnant, c'est que le coup de grâce ne vient pas d'une arme. Il vient d'une simple feuille de papier. Une toute dernière lettre. Et pas de n'importe qui. De Roxane, la favorite, celle qui était censée être la plus pure, la plus soumise, celle qui validait toute son illusion de domination. C'est ça le génie du texte. La destruction totale vient du cœur même de son fantasme de pouvoir. Ce qu'elle lui avoue dans cette ultime lettre, ça pulvérise toutes ses certitudes. Elle renverse complètement le rapport de force. Elle lui prouve que les murs n'ont jamais enfermé son esprit. Pour découvrir la violence et la beauté de cet aveu fatal qui clôt l'histoire, il faut vraiment se jeter sur cette œuvre. C'est un thriller psychologique et politique indispensable. Et ça nous laisse avec une pensée vraiment obsédante, si on y réfléchit bien. Si le pouvoir d'un homme ne repose que sur l'enfermement et la peur des autres, au final, de tous ces personnages, qui est véritablement le plus prisonnier? Est-ce que ce ne serait pas le tyran lui-même? Surtout aujourd'hui, à l'heure où on surveille et on juge les autres à distance derrière nos écrans,
Ne sommes-nous pas devenus à la fois les despotes et les prisonniers de nos propres sérails invisibles? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.